Bonjour Eric Honoble et merci d'accepter cet entretien. Donc tu es historien et tu as préfacé cet ouvrage, le livre de Oscar Annweiler, Les Soviets en Russie 1905-1921, qui était paru initialement en français en 1972 et qui n'avait pas été réédité depuis et qui vient de l'être aux éditions Agone et tu as rédigé la préface, hein. Et donc, en fait, ce livre, il était basé sur une thèse qui a été commencée dans les années 50, donc c'est une quarantaine d'années après la Révolution russe. Euh, Weiler, c'était un historien allemand, ce n'était pas un marxiste, il y a des aspects du livre qui sont anti-bolcheviques, on peut dire, mais disons que c'est un ouvrage qui est documenté, surtout que quand il est paru initialement, si j'ai bien noté, c'était un peu la première étude sur les soviets en Russie, à une époque où en plus le terme de soviet, qui figure dans le nom de l'Union des républiques socialistes soviétiques, était donc le terme de soviet était assimilé à l'URSS et le stalinisme avait occulté le rôle qu'ont joué les soviets pendant la révolution russe comme organisation de la classe ouvrière. Disons que les soviets avaient été vidés de leur contenu révolutionnaire par ouvriers socialistes par le stalinisme. Donc c'est vrai que ce livre, il a aussi le mérite de rappeler ce qu'ont été les soviets. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ce livre a apporté et notamment de quelle source s'est servi Weiler pour cela? Oui, ben, disons qu'Annweiler, donc, il commence son travail, comme tu le disais, dans les années 50. Et c'est pas quelqu'un d'engagé. Lui-même, il raconte qu'il cherchait un sujet de thèse parce que toute carrière universitaire doit commencer par une thèse. Donc, il faut trouver un sujet original sur lequel personne n'a travaillé avant. Donc, il a trouvé son sujet, il a travaillé dessus. Peu de temps après, sa thèse, j'en reparlerai, n'a eu quasiment aucun écho à l'époque parce que c'était vraiment un sujet qui n'intéressait pas beaucoup. Et puis, il a eu son poste en fac et il est passé à autre chose avant que son livre ait une nouvelle postérité quelques 10 ans plus tard. Alors, c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que donc lui, travaillant sur ce sujet-là sans sympathie ou antipathie particulière, a trouvé des sources qui étaient parfaitement disponibles en Occident, parce qu'à l'époque, aller faire des recherches en Union soviétique était quasiment impossible. Et donc, il a trouvé des sources qui étaient parfaitement disponibles en Occident, mais sur lesquelles personne n'avait travaillé, y compris d'ailleurs dans les milieux militants, dans la mesure où tout le monde se reportait un peu aux grands ancêtres et n'éprouvait pas le besoin de regarder, de chercher d'autres sources. Et entre autres, il y a tout un tas de publications soviétiques et même des fois pré-soviétiques, donc des années 1917, 1919, puis des années 20, qui étaient dans les bibliothèques occidentales depuis des années et qui dormaient en attendant que quelqu'un vienne voir. Donc ça pouvait être, alors dans les années 20, des articles historiques, parce qu'il y avait beaucoup de revues historiques publiées en Union soviétique avec des instituts spéciaux qui s'occupaient de l'histoire du parti et de l'histoire de la Révolution. Et c'est une masse documentaire absolument énorme, qui est toujours pas d'ailleurs totalement exploitée aujourd'hui, mais aussi des publications datant de la période révolutionnaire elle-même. Il faut savoir que les soviets avaient des publications et dans le cadre d'une autre recherche, j'ai pu m'apercevoir par exemple qu'il y avait une espèce de Reader's Digest des publications du soviet de Pétrograd qui était traduite en français et envoyée en France dès l'année 1917. Donc toutes ces sources-là existaient, sauf que Ah ouais. personne n'avait eu la curiosité d'aller les voir. Et Annweiler a eu cette curiosité et en même temps, il est tombé juste au moment du tout début de la déstalinisation avec beaucoup de guillemets, et donc à un moment où les soviétiques eux-mêmes ont commencé à republier des textes des années 20 qui avaient été gardés sous le boisseau pendant plusieurs dizaines d'années. D'accord. Et alors, donc c'est un livre qui a une originalité. Enfin, c'est vrai qu'il étudie les soviets 1905-1921. Donc c'est la longue durée, alors que les soviets cessent d'exister entre 1905 et 1917. Donc qu'est-ce que
cette perspective un peu longue, elle apporte du point de vue de l'étude d'Unweiler? À mon avis, elle apporte 2 choses. Alors, d'une part, ça rappelle et ça souligne le caractère ouvrier, des révolutions russes. Et justement, avec donc le premier soviet, qui portait même pas ce nom d'ailleurs, créé au début de l'été 1905, dans une ville d'industrie textile pas très loin de Moscou, où en fait les patrons ont pratiqué le lockout, les ouvriers se réunissent dans un jardin public, les autorités commencent à avoir très peur et ont besoin d'avoir des interlocuteurs alors qu'aucun syndicat n'est légal en Russie tsariste. Et donc, il y a ce système d'élection de délégués qui va faire dans cette ville industrielle du comité des délégués une espèce de pouvoir bis qui non seulement va négocier avec les patrons et avec les représentants de l'État, mais va aussi commencer à s'occuper du ravitaillement, des grévistes, etc. Donc, s'intéresser aux soviets à partir de 1905, c'est vraiment s'intéresser au caractère ouvrier, au caractère prolétarien de la révolution. Il y a un autre aspect, c'est que justement en mettant dans un seul ouvrage 1905 et 1917, on voit bien qu'il y a une continuité révolutionnaire et que justement le démarrage de la révolution en février 17 avec le renversement du tsar, c'est pas un démarrage de zéro et qu'il y a une expérience politique qui a été accumulée, particulièrement dans les milieux ouvriers, dans les milieux militants. Et donc, grosso modo, la révolution de 17 commence au niveau où s'était terminée la révolution de 1905, quand le soviet de Saint-Pétersbourg, présidé à la fin de l'année 1905 par Trotsky, s'affirme là pas simplement comme un contre-pouvoir local, mais même comme un contre-pouvoir national qui tient tête au gouvernement tsariste qui est en train d'essayer de reprendre le terrain perdu au cours de cette première révolution de 1905. Et donc en 1917, on est directement à ce niveau-là, c'est-à-dire avec un soviet qui s'affirme comme un second pouvoir et comme un contre-pouvoir, avec beaucoup d'ambiguïté, parce que les militants qui relancent le soviet en 1917 sont des militants qui ne conçoivent absolument pas que ce contre-pouvoir devienne un pouvoir. Ils veulent juste que la classe ouvrière soit organisée et représentée pour servir un peu d'arc-boutant à un pouvoir démocratique, constitutionnel, qui pour eux était la seule perspective, mais ils pensent que pour que ce pouvoir démocratique constitutionnel puisse exister, il faut que la classe ouvrière soit organisée et l'appuie dans une perspective qu'on appellerait aujourd'hui social-démocrate. Euh, et le problème, c'est que comme justement il y a cette expérience dans les milieux ouvriers, singulièrement à Petrograd et chez les militants, de fait, très rapidement, ce nouveau soviet du début de 1917, qui au début est proclamé d'en haut, mais rapidement il y a des élections dans les usines, il va empiéter de plus en plus et dépasser le rôle que ses recréateurs lui avaient assigné. Et donc c'est là où c'est très important de faire le lien entre 1905 et 1917. D'accord, alors juste avant de revenir un petit peu sur 1917, en deux mots, en 1905, quelle est l'origine des soviets? Qu'est-ce que montre le bouquin? Comment ils naissent? Disons que le premier problème, encore une fois, c'est que la classe ouvrière russe n'avait légalement aucun moyen d'expression. Alors, il y avait eu des pseudo-syndicats créés par des gens qui travaillaient pour la police secrète du régime, mais voilà, la classe ouvrière n'avait pas de moyen d'expression à elle, et donc elle cherchait tous les moyens possibles, et d'ailleurs, y compris dans ces syndicats pilotés par le pouvoir. Et la toute première origine de la révolution de 1905 en janvier, ça vient de là. Mais donc très rapidement, ces cadres-là sont insatisfaisants. Les organisations révolutionnaires, elles existent, et ceux qu'on appelait les sociodémocrates à l'époque, c'est-à-dire les marxistes, avaient une certaine implantation ouvrière, mais ça n'était quand même guère que des groupuscules. Et donc la classe ouvrière est obligée d'improviser et de créer des outils qui n'existaient pas d'avance.
Mm. Et donc, c'est comme ça qu'après ce premier soviet créé dans la ville textile d'Ivanovo-Vaznesensk, cette forme d'organisation va se répandre parce qu'au fur et à mesure des grèves, et puis c'est des grèves à répétition, c'est pas un débrayage, une grève carrée, c'est tout un mouvement de contestation qui va en s'amplifiant tout au long de l'année 1905. Cette idée d'élire des délégués dans chaque usine, que ces délégués se réunissent à l'échelle de la ville et prennent position au nom des ouvriers de l'ensemble de la ville, c'est quelque chose qui s'impose. Mm. D'accord. Alors en 1917, on peut dire que les soviets, d'abord, ils sont bien plus nombreux, il y en a dans beaucoup de villes et puis beaucoup de secteurs de la population. Est-ce que tu peux un petit peu résumer leur rôle, et y compris leur rôle au pluriel, puisque leur rôle a évolué au cours de la Révolution. Là, au début, ils sont sous la coupe des socialistes conciliateurs, et puis ensuite, il y a cette bagarre autour de différentes questions comme la guerre et la propriété, puis les bolcheviks adoptent le slogan de tout le pouvoir aux Soviets. En quelques mots, quel a été leur rôle Alors, en quelques mots, c'est loin d'être facile. Alors, déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que la chute du tsarisme au début de l'année 1917 déclenche un énorme mouvement d'auto-organisation, de constitution de tout un tas de comités, conseils à tous les niveaux et dans tous les secteurs, dans toute l'immense Russie de l'époque. C'est-à-dire que, donc, comme j'ai dit, les soviets sont créés par des militants socialistes plutôt modérés qui veulent, qui sont conscients que les politiciens n'ont aucune racine dans le pays et donc qu'il faut des organisations populaires pour bétonner ce nouveau pouvoir d'une république démocratique russe qu'ils aimeraient construire. Donc il y a cet aspect-là. Mais en même temps, se constituent des comités d'usines qui, eux, sont beaucoup plus centrés sur le lieu de travail et qui vont commencer à contrôler la production, les embauches, les comptes, etc. Des comités de quartier, parce que la police a disparu. La police a été le seul soutien du régime tsariste en février 1917. Donc il y a eu une grande chasse aux policiers qui s'est ouverte. Donc il n'y avait plus de police. Donc pour maintenir un minimum d'ordre, éviter les vols, etc., il y a eu donc des comités de quartier qui se sont mis en place et qui sont dotés d'une milice populaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Union soviétique, jusqu'à la fin, officiellement, il n'y avait pas de police, mais une milice. Il y a même des comités d'immeubles. Dans les campagnes, se mettent en place des comités agraires pour commencer à essayer de contrôler les terres qui officiellement appartiennent aux seigneurs ou aux grands propriétaires. Dans les régiments, à l'instigation du soviet de Pétrograd, il y a des élections de comités de régiment. C'est-à-dire que toute la Russie se couvre d'organes électifs dans les mois de mars, avril 1917, et c'est vraiment ça se répand comme une traînée de poudre. Et dans ce cadre-là, les soviets apparaissent comme un symbole, mais il y a toute une période où, comme ils sont contrôlés justement par des socialistes modérés, comment dire, leur rôle devient politiquement de plus en plus symbolique parce qu'ils se refusent à contester le gouvernement provisoire qui s'est mis en place, alors même que leur pouvoir, je dirais, pratique, c'est-à-dire s'occuper du ravitaillement, remplacer partiellement les autorités municipales sur des choses comme le contrôle de l'adduction d'eau ou tout un tas de questions comme ça, ce rôle va s'étendre. Donc il y a tout un tas je dirais, de militants de base qui vont commencer à s'investir dans des tâches techniques, mais par contre, politiquement, les soviets restent très modérés, et c'est plutôt les comités d'usine et les comités de régiment, ou certains comités de régiment d'ailleurs, pour être plus exact, qui vont apparaître comme plus radicaux, et ça fera débat chez les bolcheviks, qui auront d'abord comme slogan tout le pouvoir aux soviets, mais qui à un moment, face au fait que les soviets, à leur direction, restent modérés, conciliateurs, comme on disait à l'époque, et qu'en plus la direction des soviets fait tout pour éviter une réélection
à l'intérieur, Lénine va commencer à dire, après tout, c'est peut-être plutôt les comités d'usine qui vont être le point d'appui de la prolongation de la révolution. Et somme toute, il faudra peut-être passer du slogan tout le pouvoir aux soviets au slogan tout le pouvoir aux comités d'usine. Et en fait, c'est peu à peu, les directions des soviets vont être réélues. Et d'ailleurs, Trotsky est de nouveau élu à la tête du C'était soviet en de septembre. Petrograd. Voilà. Et donc là, ça signe le fait que l'espèce de résistance des instances supérieures des soviets est brisée et que les soviets redeviennent un outil contestataire. Mais tout ça, ça a été une bagarre, et c'est le même type de bagarre qui s'est passé à peu près dans tous les types d'organismes électifs qui s'étaient mis en place dès le printemps 1917. Alors, ensuite, quel a été, enfin, comment les Soviets ont cessé de jouer leur rôle? Comment ils sont, pendant les années qui ont suivi, comment ils sont bureaucratisés? Puis quelle a été un peu cette Alors, évolution, quoi? il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir cessé de jouer leur rôle, et il y a leur bureaucratisation, et ce n'est pas forcément exactement le même phénomène. C'est-à-dire que sur la bureaucratisation, alors même si c'est quelque chose qui fait débat, clairement, il y a des éléments de bureaucratisation, j'aurais envie de dire dès le début, dans le sens où on s'aperçoit que très rapidement, par exemple, le soviet de Petrograd se dote d'un appareil administratif pour pouvoir fonctionner, et qu'il a un budget de plusieurs dizaines de milliers de roubles à une époque où le rouble n'a pas encore perdu toute sa valeur, et que, par exemple, il a tout un staff de secrétaires et qu'il occupe des bâtiments. Donc, faut voir sur la bureaucratisation, faut aussi voir cet aspect-là, à savoir qu'assez rapidement, il y a des gens qui vont soit être carrément embauchés par les soviets sur des compétences techniques type sténodactylo, comptabilité, etc. Et puis qu'en plus, dans tous ces organes électifs, les soviets, mais pas que les soviets, mais aussi les comités d'usine, les milices populaires, la garde rouge dans les usines, les comités de quartier, etc. Il y a des gens qui vont devenir assez rapidement des permanents tout au long de l'année 1917. Donc, ça veut dire qu'y compris en octobre 17, il y a déjà, en tout cas dans les grandes villes, tout un appareil de gens dont le gagne-pain et d'être payés par les soviets ou les comités d'usine, ou etc., et qui sont des permanents tout à fait au sens où on a des permanents syndicaux aujourd'hui. Donc il y a cet aspect-là. À côté de ça, il y a un autre aspect, c'est le fait que après octobre 17, il y a plusieurs phénomènes. C'est-à-dire que l'ambition de mettre fin à la guerre, de contrôler la production pour arrêter la crise économique et de donner les terres. Alors, ça va être satisfait au niveau de l'arrêt de la guerre dès la paix séparée avec l'Allemagne au printemps 1918. Le partage des terres va aussi se faire. Par contre, la crise économique, elle s'accentue après octobre 17. Alors, pour tout un tas de raisons, d'une part, évidemment, un blocage patronal, voilà, ils refusent de donner les comptes, ils considèrent qu'après tout, s'ils ne peuvent plus contrôler leurs usines, débrouillez-vous avec, et puis on ne veut plus s'en occuper. Donc, et ça, par exemple, beaucoup d'ingénieurs vont être hostiles aux bolcheviks, avec aussi le fait que les comités d'usine dont je parlais vont essayer, eux, au contraire, de faire vivre leurs usines, mais des fois au détriment de l'usine d'à côté, en se battant pour récupérer tel stock de charbon, tel stock de bois. Et donc, il peut y avoir y compris des luttes entre différentes usines pour contrôler les ressources, ce qui accentue la désorganisation économique générale. Et puis surtout, l'État russe, alors je dis l'État au sens le pays, se désagrège.
C'est-à-dire que quand les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre 17, ils prennent le pouvoir à Pétrograd, au nord, ils prennent le pouvoir dans la capitale Moscou, mais très rapidement, l'Ukraine déclare son indépendance. À côté de l'Ukraine, il y a les premiers regroupements de troupes blanches qui, là aussi, vont décréter l'indépendance de républiques cosaques. Du côté de l'Oural et en Sibérie, là, on va voir des politiciens de gauche, avec beaucoup de guillemets, créer eux aussi leur gouvernement. Le problème, c'est que l'économie, elle ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, l'économie s'effondre. L'économie s'effondrant, ça veut dire que les gens perdent leur travail, et y compris ça va accentuer la tendance pour un certain nombre de militants à chercher refuge dans les nouvelles institutions révolutionnaires en tant que permanents, parce que là, au moins, ils vont être payés alors qu'il n'y a plus de travail à l'usine. Et donc, on va trouver des représentants ouvriers qui ne sont plus ouvriers, alors même que leurs camarades de travail, eux, ont délaissé l'établi et la machine, parce que, alors, soit ils auront été formellement licenciés parce que l'usine a cessé de tourner, soit ils seront partis d'eux-mêmes essayer de survivre, à faire du troc de 2-3 trucs qu'ils arrivent à faire en perruque dans leur usine, voire même à retourner à la campagne, parce qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui étaient des paysans récemment arrivés de leur campagne. Donc, ça veut dire que la base sociale des soviets se réduit extrêmement rapidement, alors que par contre, la tête des soviets composée de ce milieu militant a tendance à grossir, avec du coup aussi une exacerbation des luttes de pouvoir, et le parti bolchevique qui va peu à peu monopoliser les décisions, mais tout simplement parce que il y a plus personne, et que plus exactement, les seuls autres militants qui en face des bolcheviks sont eux carrément anti-bolcheviques, et que du coup, dans le cadre de la guerre civile, ça devient totalement injouable. Hmm. D'accord. Alors, une dernière question, Eric, si tu veux bien. Alors, en 2017, là, lors du centenaire de la Révolution russe, il y a deux ouvrages qui sont parus en français. D'une part, il y a ce livre, Pétrograd Rouge, de Stephen Smith. C'est en fait un ouvrage qui était paru en anglais au début des années 1980, qui porte sur les comités d'usine et qui a été traduit à l'occasion du centenaire. Et puis, il y a ce livre, Les soviets de Pétrograd, de David Mandel, qui est donc centré sur cette ville et qui porte sur la période de février 17, je crois, à juin 18. Alors, est-ce que tu peux nous dire vraiment en deux mots, hein, quelles sources ont utilisé ces deux auteurs, ces deux livres, que n'avait pas mobilisé peut-être Oscar Weiler, et puis qu'est-ce que ces livres apportent par rapport à l'ouvrage dont on vient de parler? Disons que j'avais dit qu'il y avait eu déstalinisation et que Weiler avait travaillé sur les soviets juste au début de la déstalinisation, mais c'est un processus qui a quand même continué sur quelques années. Et donc là, il y a eu publication de recueils de sources, c'est-à-dire de documents internes des soviets qui n'avaient jamais été publiés auparavant. Et même, il y a eu certains historiens qui ont pu un peu travailler dans les archives soviétiques, parce que arrivé dans les années 80 ou 70, les soviétiques ne considéraient plus que c'était quelque chose d'explosif. Et donc, Stephen Smith a vraiment pu travailler sur ce qui se passait dans les usines, et donc montrer un peu le type de contestation qu'il y avait au niveau des ateliers, vis-à-vis non seulement de la haute direction, alors du patron, de la haute direction de l'usine, mais aussi des ingénieurs et même des chefs. Donc là, vraiment quelque chose de beaucoup plus proche du terrain, et avec toutes ces problématiques de est-ce qu'on contrôle la production, est-ce qu'on essaie de la relancer pour notre compte, est-ce qu'on essaie de se coordonner avec les usines d'à côté, voilà, toutes ces questions-là. Quant à David Mandel, le titre de son ouvrage est un petit peu trompeur, parce qu'en fait, il est assez peu sur les soviets en tant que tels, c'est beaucoup plus sur les rapports entre la classe ouvrière de Pétrograd et le pouvoir, les nouvelles autorités soviétiques,
tout au long de l'année 1918. Et là, ce qui montre, c'est le fait que le nombre d'ouvriers a été divisé par 2 quasiment entre octobre 17 et octobre 18. Comment les ouvriers partent dans les campagnes, comment du coup, ce que je disais, il y a d'un côté un milieu militant qui est de plus en plus intégré et au parti bolchevique et à l'appareil d'État, et aussi d'ailleurs aux organes de force, c'est-à-dire l'armée rouge qui a besoin d'hommes, mais aussi la Tchéka, etc. Et où donc ce petit milieu-là se retrouve à la tête d'une classe ouvrière qui, elle, s'est quasiment dissoute. Et j'en profite pour annoncer la parution d'un ouvrage qui est tout à fait dans la lignée des 2 précédents. Cet été va paraître La Révolution bat en retraite de Simon Pirani, qui lui étudie la classe ouvrière de Moscou à partir de 1920 jusqu'en 1924. Et donc du coup, si on lit le livre d'Annweiler, le livre de Stephen Smith sur les comités d'usine, celui de Mandel sur la classe ouvrière à Petrograd et celui de Pirani, on arrive à suivre, et c'est absolument passionnant, le sort, mais le sort actif de la classe ouvrière russe de 1905 jusqu'en 1924, c'est-à-dire qu'on a vraiment un tableau complet de toutes les bagarres qui ont été menées et tous les problèmes qui se sont posés. Donc là, on a enfin ça en français avec juste 20, 30 ou 40 ans de retard sur le lecteur anglo-saxon. Bien, ben, merci beaucoup, Eric, pour cet entretien et à bientôt. Merci à toi.